Bienvenue dans le débat consacré au coup d'État au Gabon. Quelques minutes après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba pour un troisième mandat, un groupe de militaires a déclaré à la télévision prendre le pouvoir, annuler les élections et dissoudre toutes les institutions de la République. Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Il appelle ses amis, je cite, à faire du bruit. La Chine a appelé immédiatement à garantir la sécurité d'Ali Bongo. La France condamne le coup d'État militaire. La Russie se dit préoccupée. L'Union africaine a également condamné fermement cette tentative de coup d'État. Les États-Unis disent suivre de très près cette situation. Et enfin, l'ONU, à l'instant, condamne également. Alors, que se passe-t-il véritablement au Gabon? Après le Niger, le Mali, le Burkina Faso, y a-t-il une contagion des putschs? La dynastie Bongo est-elle ébranlée? Quel impact sur les relations du Gabon avec la France, mais aussi avec d'autres puissances comme la Chine? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Boisbouvier. Bonsoir. Oui, bonsoir, chef du service politique Afrique RFI. Merci d'être avec nous ce soir, Christophe. Francis Lahoupo est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, journaliste, enseignant et chercheur associé à l'IRIS. Votre dernier ouvrage, Le blues démocratique, 1990-2020, c'est aux éditions Cartala. Nous avons avec nous Antoine Glaser. Bonsoir, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de plusieurs livres. Antoine, le dernier, c'est Le piège africain de Macron. Mais je cite aussi Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Et c'était chez Fayard. Bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Pierre Jacquemot est avec nous. Bonsoir, ancien ambassadeur et auteur de Afrique, la démocratie à l'épreuve. Bonsoir. Oui, bonsoir. Un groupe de militaires gabonais, je vous le disais, a donc déclaré prendre le pouvoir, a annulé littéralement les élections, a dissous les institutions de la République juste après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle. On va d'abord refaire un retour sur les faits en images avec Léo Péchard. Depuis sa résidence surveillée, Ali Bongo lance un appel à l'international. Selon ses dires, il serait séparé de sa femme. L'un de ses fils a quant à lui été arrêté par les militaires pour des faits de corruption et de trahison. Je suis dans ma résidence et il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vous demande de faire du bruit, de vraiment faire du bruit. Au pouvoir depuis 14 ans, le président gabonais venait d'être déclaré vainqueur des élections de ce week-end. Mais tôt ce mercredi matin, des militaires constitués en comité ont entrepris un coup de force peu après la publication des résultats. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une déclaration qui a provoqué des scènes de joie à travers la capitale Libreville ou à Port-Gentil, la deuxième ville du pays. Oui, je suis content pour le changement. C'est l'indépendance. L'armée a libéré le pays. Nous sommes libres. Nous avons le droit d'être libres et de nous exprimer comme on veut. À tous ceux qui sont à l'extérieur, rentrez, notre pays est libre. Notre pays est libre. Vive la liberté du Gabon. Et nous sommes les jeunes Gabonais indépendants. Nous levons et nous nous battons pour notre patrie, pour notre pays. Brice Oligui Nguema, porté ici en triomphe par les soldats. Chef de la garde présidentielle, il travaille pour la famille Bongo depuis au moins 20 ans. Christophe Boisbouvier, on parle bien d'un coup d'État? Oui, ça en prend vraiment le chemin parce qu'il n'y a aucune réaction officielle du côté de l'ancien régime, sauf la vidéo que vous avez montrée. Et on sent bien, on appelle depuis ce matin à RFI, on appelle partout du côté du pouvoir déchu, on appelle le Premier ministre, on appelle le ministre de la Communication, tous les téléphones sont éteints. Pour la spéciale de demain matin, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui pourrait parler au nom du pouvoir déchu, c'est dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pratiquement consommé. Et que je pense que l'armée a été, en fait on a oublié de le dire, mais l'armée a été souvent un arbitre au Gabon, depuis 2009 en fait, parce que quand... Il y avait une tentative de coup d'État à l'époque. Quand Ali Bongo est élu officiellement en 2009 face à Baobam, André Baobam, il est ministre de la Défense. Il se sert de ses relations avec l'armée pour s'imposer. Quand il est réélu officiellement, mais on se souvient des conditions totalement scabreuses,
en 2016, il fait frapper le QG de son adversaire Jean Ping par l'armée. Donc l'armée est déjà arbitre du débat. Et puis il y a en effet, vous l'avez dit, cette tentative avortée de janvier 2019, où l'armée fait échouer cette première tentative. Et là, cette fois-ci, l'armée a basculé du côté du coup. Francis Laloupo, il faut rappeler un peu le contexte. En fait, Ali Bongo venait d'être annoncé élu pour un troisième mandat, juste au moment où, en fait, les putschistes ont pris la parole, peut-être quelques heures après cette annonce. Et il y avait déjà un petit moment d'incertitude, donc après l'annonce de ces résultats. Oui. Il y a un contexte quand même à décrire. Il y avait surtout eu une longue attente depuis dimanche, parce que pour des élections auxquelles ont participé 800 000 électeurs ou un peu plus, 3 jours pour proclamer le résultat, ça faisait déjà beaucoup. Mais par ailleurs, ce qu'il faut surtout souligner, c'est que on se posait la question en fait de savoir quels seraient les lendemains de ces élections, si le régime en place allait renouveler une fois de plus, je dirais, le scénario qu'on a connu en 2009 et en 2016, c'est-à-dire proclamer cette fois-ci une victoire invraisemblable d'Ali Bongo, quoi. Et évidemment, on se souvient de 2016, le lendemain des élections était donc marqué par cette répression d'une violence inouïe des opposants, avec cette charge contre le siège, contre le QG de l'opposant Jean Ping. Mais c'est vrai que le scénario du coup d'État n'était pas forcément prévisible. Et donc, on a simplement assisté... On ne l'attendait pas vraiment. Voilà. Donc, ce coup d'État, en fait, marque une chose, c'est-à-dire que c'est le simulacre électoral de trop. Puisqu'il faut bien accepter l'évidence que depuis que Ali Bongo a succédé à son père, depuis 2009, donc, il n'a jamais remporté une élection. C'est une réalité. Et que ces élections étaient systématiquement contestées, réprimées, et que cette fois-ci, effectivement, l'armée a joué l'arbitre en se rangeant de certaine façon du côté de la population, constatant que le rapport de force avait désormais basculer en faveur de la population et de la société civile gabonaise. Mais donc la population les soutiendrait, ces putschistes. Antoine Glaser, qui sont-ils d'ailleurs? On parle beaucoup de Brice Oligui Nguema, qui est le chef de la garde républicaine. Manifestement, on apprend maintenant qu'il a été choisi, ce général, comme chef de la transition, donc parmi les différents généraux de ce putsch. Qui est-il? Est-ce qu'effectivement, il représente le peuple? Seigneur, en fait, c'est un putsch militaire de palais, soutenu par la population quand les gens en ont marre d'être pauvres, alors que le Gabon est un des pays les plus riches d'Afrique. Mais je veux dire, c'est vraiment un putsch de palais. Et je veux dire, Oligui Nguema, qui est le chef de la garde présidentielle, a été aide de camp du père Omar Bongo. Et c'est vrai qu'il a tout de suite voulu emprisonner, il a nommé Noureddine Bongo, ça veut dire le fils d'Ali Bongo et l'ensemble de son cabinet, qui voulait ces derniers jours, d'après mes confrères d'Africa Intelligence, faire revenir l'ancien chef de la garde, Frédéric Bongo, le demi-frère d'Ali Bongo. Donc c'est d'abord une histoire de palais qui finalement soulève un enthousiasme populaire, mais c'est simplement... Au départ, c'est un peu comme le Niger. Ça veut dire au Niger, c'est vrai que c'est le chef de la garde qui allait être débarqué, et c'est un peu la même chose qui allait se passer au Gabon. Et on a bien vu d'ailleurs la façon dont il a tout de suite emprisonné le fils du président, et il a tout de suite été acclamé, mais lui est quand même un homme qui était chef de la garde présidentielle. C'est un neveu également d'Omar Bongo. Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui est quand même un homme du sérail. Donc c'est d'abord un coup d'État, un putsch de sérail, qui est appuyé par une population qu'en a marre de la dynastie Bongo. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer. Ce sont quand même les gens qui ont fait ce putsch, ce sont d'abord des militaires du palais. Simplement, il suffit de regarder les bérets. Vous voyez les bérets verts de la garde, vous voyez les bérets rouges des gens qui sont entraînés par les militaires français, et puis vous voyez également des bérets noirs des blindés. Donc, je veux dire, c'est l'ensemble de l'armée qui a utilisé à une certaine période, une période historique, les élections pour pas que recommence le coup électoral de 2016 avec finalement qui avait été d'une extrême violence, comme l'a rappelé Francis Laloupo. Et là, je pense que c'est un tournant, mais il ne faut pas se leurrer. C'est un tournant, ça reste quand même, le général Oligui Nguema reste quand même un homme du clan Bongo. Pierre Jacquemot, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Antoine Glaser? Il a donné une interview au Monde avant justement qu'il soit nommé président de la transition, par les putschistes, puisqu'on vient de l'apprendre, disant que Bongo était mis à la retraite, qu'il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Écoutez, oui, je suis d'accord et pas d'accord avec
avec ce qui vient d'être dit, parce que pour moi, c'est derrière cet événement, ce coup d'État, c'est la fin d'une époque. C'est la fin et c'est la mort d'une illusion qui était celle de penser que l'élection conduisait ipso facto, sans détour, à la démocratie. Et en fait, on s'aperçoit, c'était une illusion qu'on avait depuis les années 90, depuis les conférences nationales qui se sont généralisées sur le continent africain, depuis le fameux discours de La Baule de François Mitterrand. Eh bien, ça n'est pas vrai. Et il y a un très bon proverbe qu'on entend à Kinshasa à propos des élections qui dit « Lorsque le ventre est vide, l'urne sonne creux ». Je sais que M. Leloupo connaît bien cette référence. C'est très significatif sur le discrédit qui est accordé aujourd'hui dans la majorité des pays africains aux processus électoraux qui n'ont pas conduit à une véritable démocratie, c'est-à-dire au respect des libertés fondamentales, à l'indépendance de la justice, à la redevabilité des élus, à la lutte contre la prévarication, etc. Et donc, on est un peu victime d'une illusion, et je dirais d'ailleurs que le gouvernement français est victime lui aussi de cette illusion lorsqu'il dit « Mon Dieu, il n'y a pas de double standard ». Lorsque le président Macron dit « Il n'y a pas de standard, il n'y a pas une démocratie pour l'Europe et une démocratie pour l'Afrique ». En fait, il n'y a pas de démocratie dans le contexte africain. Les élections, en tout cas, n'ont pas conduit à un mieux-être pour les populations, à un développement et à un accroissement des libertés. On va revenir sur justement les réactions en France, mais avant cela, Christophe Boisbouvier, là, effectivement, Pierre Jacquemot parle d'un changement d'époque. On voit qu'il y a eu pratiquement 8 putschs en 3 ans en Afrique. Bon, on ne compte pas depuis les années 50, parce que là, c'est plus d'une centaine. Mais donc, il y a une sorte d'accélération. Est-ce qu'effectivement, on change d'époque? Est-ce qu'on peut faire... Bon, évidemment, chaque pays a son histoire particulière. Chaque putsch est différent. Mais est-ce qu'on est un peu tout de même dans une vague dans ce changement d'époque? Évidemment, comme disait Antoine, on pense tout de suite au Niger, parce que c'est aussi le chef de la GP, de la garde présidentielle, qui a renversé le président sortant. Mais il y a une différence fondamentale avec le Niger. C'est que le 26 juillet dernier, les militaires du Niger renversent un président démocratiquement vraiment élu. Mohamed Bazoum, en 2021, a été démocratiquement vraiment élu. Donc il y a une vraie différence avec le Niger. Absolument, c'est quand même fondamentalement différent. Et avec les autres ce qui fait dire à beaucoup que le putsch de Niamey était un putsch de confort pour un chef de garde présidentielle en manque de sérénité par rapport à son avenir professionnel. Là, on a quand même, en effet... une dynastie qui est au pouvoir depuis 1967. Je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, ça fait très très longtemps. Et avec plus de 40 ans, oui, 56 ans, 56 ans. Avec une profonde lassitude qui s'est exprimée dès 2009. Et je suis d'accord avec Francis, c'est l'élection truquée de trop. À un moment, il y a un ras-le-bol. Donc ça veut dire effectivement que cette dynastie Bongo c'est terminé, Francis Laloupeau, ou en tout cas il y a clairement, ça se brise de ce côté-là. Nous sommes en train de commenter l'histoire en direct, donc je ne pourrais pas être affirmatif, évidemment. Sachant par ailleurs que... Elle est ébranlée, peut-être. Elle est certainement ébranlée. Et puis, bon, alors, est-ce qu'on tourne définitivement la page d'une culture politique? C'est une autre histoire. La dynastie Bongo, c'est vrai que Ali Bongo aurait été, c'est tellement, je dirais, le dernier représentant au sommet de l'État de cette dynastie, puisque le coup d'État qui intervient, évidemment, met fin, je dirais, à cette succession dynastique. Mais par ailleurs, la plupart des acteurs politiques aujourd'hui au Gabon viennent, je dirais, de se creuser du Parti démocratique gabonais. C'est ce qu'on disait justement sur ce président de la transition, ce général Brice Oligui Nguema, qui vient du même sérail, finalement. Qui vient du même sérail. Alors voilà, j'ai presque envie de dire que la classe politique gabonaise est une grande famille, n'est-ce pas? Avec, évidemment, je dirais, ses bastions. Bon, entre-temps, évidemment, cette famille s'est aussi, d'une façon restructurée, avec d'un côté le pouvoir et de l'autre côté des opposants qui viennent en fait, je veux dire, de la même culture, du même creuset. Mais bon, je veux dire que c'est une manière peut-être, de cette façon que la démocratie gabonaise est en train de se structurer. C'est le cas. Enfin, vous pensez effectivement que ça pourrait, quand on parle justement de président de transition avec un militaire, ça pourrait déboucher sur une démocratie plus grande au Gabon? Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je parle des civils. Je parle de la classe politique civile, parce que bon, la question des militaires est une question particulière. C'est que au moment où nous
parlons, la transition en tant que telle n'est pas encore déclenchée au Gabon, puisque les militaires sont en train de se concerter. Alors ce que j'entends surtout dire, c'est que, bon, est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place une transition au Gabon aujourd'hui? Parce que les raisons pour lesquelles ce coup d'État a été fait ce matin, au petit matin, sont tout à fait claires. En tout cas, les raisons énoncées, c'est un simulacre électoral, ce sont des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité. Qui ont été contestés par l'opposition. À la vérité des urnes. Donc il suffirait simplement, je dirais, soit de rétablir effectivement la vérité des urnes, ou d'organiser très rapidement de nouvelles élections pour établir l'ordre constitutionnel. C'est un scénario possible? C'est un scénario souhaitable. On pourrait prendre au mot le porte-parole des putschistes qui dit ce matin « Les résultats tronqués sont annulés oui. ». Eh bien, on les annule et on fait de nouvelles élections. Tout simplement. Les réactions internationales, en tout cas, se sont multipliées. La Chine, qui a été la première à réagir, a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Donc Ali Bongo, qui est donc en surveillance, résidence surveillée. La France a condamné le coup d'État militaire. La Russie s'est dit préoccupée. La Maison-Blanche dit aussi regarder de très près ce qui se passe au Gabon. On fait un point en image avec Axel Simon. Hors des frontières du Gabon, c'est la condamnation qui prime après l'annonce de la tentative de coup d'État à Libreville. Parmi les premières réactions sur le continent, celle de l'Union africaine qui la condamne fermement et dénonce dans un communiqué une violation flagrante des principes de l'organisation. Hors du continent, la Chine a été la première grande puissance à réagir, appelant à la responsabilité et au dialogue. Nous appelons les partis à agir dans l'intérêt du peuple gabonais, à résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre normal et à garantir la sécurité d'Ali Bongo pour préserver la paix et la stabilité nationale. La Russie, en quête d'influence sur le continent, a également exprimé sa profonde préoccupation. Moscou s'inquiète de la forte détérioration de la situation intérieure dans ce pays ami. Nous continuons de suivre de près les événements et attendons avec impatience sa stabilisation rapide. Aux États-Unis, la Maison-Blanche indique suivre de très près la situation. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, jugeant profondément inquiétante la succession de coups d'État en Afrique ces dernières années. Les Européens ont aussi exprimé officiellement leur inquiétude par la voix du haut représentant de l'Union européenne pour la diplomatie. À l'issue d'une réunion informelle des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne à Tolède, Josep Borrell a regretté l'accroissement de l'instabilité dans la région, tout en promettant la coopération de Bruxelles pour les Européens sur place. Nous ferons avec le Gabon ce que nous avons fait avec le Niger et tout autre pays où nos citoyens ont besoin d'aide. La France, ancienne puissance coloniale, n'a pas tardé à réagir pour condamner la tentative de putsch et rappeler son attachement aux processus électoraux libres et transparents. La France dispose de 350 soldats français positionnés au Gabon et de près de 10 000 ressortissants résidant dans le pays. Et Christophe, ça nous concerne directement. Les putschistes au Gabon rétablissent la diffusion des médias français suspendus. En tout cas, c'est un communiqué. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il n'y avait pas que RFI et France 24 qui étaient coupés depuis samedi dernier. Il y avait Internet tout court. Qui a été rétabli plus ou moins qui a été rétabli ce matin. Il y avait le couvre-feu tous les soirs. Il y avait une chape de plomb sur le Gabon depuis samedi dernier. Donc évidemment, les putschistes d'aujourd'hui veulent montrer un autre visage, j'imagine, en rétablissant Internet et en rétablissant les signaux de nos deux médias. Antoine Glaser, sur la relation avec la France qui condamne donc ce coup d'État militaire, on parle de cette famille Bongo, on se souvient bien sûr et on va revoir ces images de cette relation avec d'Omar Bongo, avec Jacques Chirac. Aux funérailles d'Omar Bongo, il y avait Jacques Chirac, il y avait Nicolas Sarkozy. Ensuite, il y a eu des relations tout de même aussi avec son fils Ali Bongo. Emmanuel Macron est allé d'ailleurs récemment à Libreville, il y a quelques mois, dans le cadre d'une tournée. Quel va être l'impact en fait de ce qui se passe si ce coup d'État militaire effectivement confirmé dans la relation entre la France et le Gabon? Je pense que compte tenu de ce qu'a été le Gabon du temps d'Omar Bongo, c'était vraiment l'endroit où se faisaient toutes les opérations secrètes de la France en Afrique, que ce soit le Biafra, que ce soit les relations avec l'Afrique du Sud. C'est le Gabon qui finalement accueillait les mercenaires de Bob Denard. Vous aviez d'un côté la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny en relation avec Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle. Mais c'est vrai que le Gabon était vraiment le pétrole, uranium et manganèse. Je veux dire, il n'y a plus d'uranium, il y avait une pile atomique, mais c'était vraiment, il était complètement intégré, c'était vraiment le cœur de la France-Afrique à l'ancienne. Ali Bongo, contrairement à ce qu'on dit,
moi je pense que quelque part c'était un parricide. Ça veut dire qu'il est rentré au Commonwealth. Finalement, tous les milieux français l'avaient un peu mis à l'écart pour pas gêner le père Omar Bongo. Et lui, son fief, c'est vraiment plutôt, comme son fils Nourdine, c'est plutôt la finance à Londres. Ses enfants ont été formés à Londres. Il avait des hôtels particuliers, c'était à Londres. Et vous avez vu d'ailleurs la réaction et du Commonwealth et des Chinois qui ont vraiment des intérêts qui ne sont pas, bien évidemment, les intérêts français. Donc lui, il était, d'ailleurs, c'est incroyable de voir comment il parle en anglais pour demander à ce qu'on... Il dit « I beg you », je vous supplie d'intervenir, faites du bruit, mais il dit tout ça en anglais, tellement il était intégré. Lui, ses amis, c'était le roi du Maroc, c'était l'Arabie Saoudite, il est président de la communauté musulmane, c'était vraiment plutôt les Américains, d'ailleurs. C'est ça qui est assez étonnant. Comment finalement la France, on la voit toujours comme si c'était elle qui tirait les ficelles complètement au Gabon. Ce n'est pas les 350 soldats français qui vont aller maintenant le sauver. Et je pense que la période, on vit un anachronisme historique. Ça veut dire, évidemment, les élections, on sait bien que ce qui se passe entre deux élections, mais le problème de fond, c'est de souverainisme maintenant en Afrique. Ce sont des militaires qui ont compris que c'est le moment, finalement, d'être soutenus par des populations qui en ont marre d'avoir des politiques qui les affament. Et donc, il y a cette jonction entre l'armée et des populations. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. Encore une fois, les militaires, ils ont leur propre stratégie, bien évidemment. Et par rapport à la France, le problème, c'est le manganèse. Eramet, qui est la première producteur mondial de manganèse, c'est le principal intérêt actuel de la France. Et ce n'est pas l'intérêt mineur. Hein. C'est les batteries, les éoliennes, batteries, vraiment Eramet. Et Pierre Jacquemot, oui, pour rebondir sur Eramet, d'ailleurs, qui a suspendu ses activités, qui va reprendre, d'après ce qu'ils disent, leurs activités à partir de demain. Il y a des intérêts, donc il y a Eramet, il y a également le groupe Total. Il y a pratiquement 10 000, un peu plus de 10 000 Français donc, qui se trouvent au Gabon, 300 soldats. Donc il y a effectivement des intérêts français. Qu'est-ce qui peut changer si ce coup d'État militaire se confirme, ce qui a l'air quand même d'être le cas? Oui, mais je pense qu'on peut considérer que ce coup d'État est confirmé. Là, je suis d'accord avec Bob Bouvier. Qu'est-ce qui peut changer dans la relation avec la France? Visiblement, la situation est très différente de celle qui prévaut dans les 3 pays sahéliens qui ont connu des coups d'État depuis 2020. Dans la relation avec la France, on ne voit pas agiter de pancartes à bas la France, pas davantage qu'on voit agiter des drapeaux parmi la population qui manifeste sa joie après ce coup d'État. Donc, tout laisse penser a priori qu'il n'y aura pas de remise en cause des intérêts français. Ce ne serait certainement pas l'intérêt des Gabonais du fait de cette cohabitation très, très forte entre la France et le Gabon. Il y a également, comme vous venez de le rappeler, une communauté française importante qui a créé des liens d'amitié avec les Gabonais. Donc on peut penser qu'on n'assistera pas à une situation d'aggravation ou de pourrissement anti-français dans ce pays. Christophe, quant aux intérêts économiques qui sont là, mais d'autres puissances, ne serait-ce que la Chine, ont des intérêts également dans le secteur forestier, dans le secteur minier, au moins aussi important, sinon davantage. Sinon davantage. On va y revenir d'ailleurs sur la Chine. Un mot justement, Christophe, pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre Jacquemot. Il n'y a pas un sentiment anti-français au Gabon ni en Afrique centrale comme on peut le voir par exemple au Sahel, pour le coup, le Gabon crée une ligne de fracture historique en France entre la droite et la gauche. Le Gabon est proche de la droite française, mais n'est pas proche moins proche, on va dire, de la gauche française. Par exemple, les relations Omar Bongo et Ali Bongo avec Nicolas Sarkozy étaient très bonnes. Hein. En revanche, les relations Ali Bongo-François Hollande étaient très froides. Et les relations Ali Bongo et Emmanuel Macron n'ont jamais été extraordinaires. Hein. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est allé à Libreville pour le sommet One Forest Summit du 1er mars dernier.
C'est vrai qu'Ali Bongo a arrangé à cette occasion une entrevue rapide entre le président français et le président centrafricain, mais ce n'était pas le grand amour. Et les Gabonais le savent. Donc je suis d'accord avec Pierre Jacquemot pour dire que je ne suis pas sûr que les putschistes d'aujourd'hui aient envie de surfer sur un sentiment anti-français qui n'existe peut-être pas au Gabon comme il a pu exister ces derniers temps au Sahel. Par ailleurs, je crois que j'ai perdu le fil de mon idée. Non, c'était justement sur la France, sur les intérêts français. Sur le fait, qu'est-ce qui pourrait changer justement dans la relation entre le Gabon et la France ? Sur le plan, alors c'est ce que disait Antoine, c'est-à-dire ce qui va être intéressant, c'est sur le pétrole, c'est la place de Total, mais on voit mal comment Total pourrait quitter le Gabon. Ce qui va être intéressant, c'est sur le manganèse. Ça, c'est très important. Eramet, donc. C'est la place d'Eramet. Ça va être... Et puis, c'est, en effet, il y a deux indicateurs forts qui sont la communauté française de Libreville, qui est une des plus importantes d'Afrique. Hein, on l'oublie. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est très important. Et c'est la base militaire, qui est un point d'appui important pour les Français quand ils veulent faire une opération d'évacuation, par exemple, sur Bangui. C'est souvent à partir de Libreville que ça se passe. Mais là, a priori, on serait peut-être dans un affrontement moindre, en tout cas, que celui qui a pu se passer au Mali, par exemple, ou même au Niger. C'est ce que vous dites Oui, parce que regardez, par exemple, quand les Français demandent, disent leur attachement aux processus électoraux libres et transparents, ils le disent là aujourd'hui dans le communiqué à propos de la chute d'Ali Bongo. Libre et transparent, c'est le contraire de ce qui s'est passé samedi dernier. C'était pas libre et c'était pas transparent puisque c'était l'opacité totale, il n'y avait plus d'internet. Donc je pense qu'en fait l'appel des Français, et c'est certainement la volonté aussi de beaucoup de Gabonais, c'est que la transition militaire dure le moins longtemps possible et qu'il y ait de nouvelles élections et que des Jean Ping, des Alexandre Barrault-Chambrier, des Paulette Missambo, des Albert Ondo-Ossa, qui était le candidat unique de l'opposition, aient leur chance dans de prochaines élections. Francis Aloupo, ça serait le meilleur scénario possible. Non, ce que j'aimerais dire déjà, c'est qu'en fait, je veux dire, c'est vrai que les coups d'État auxquels on a assisté depuis quelque temps, il serait, erroné, de considérer que tout cela procède de la même logique. Hein. Que l'on se trouve au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée et même au Niger. Il y a quand même une coïncidence. Il y a une coïncidence, il y a une dynamique, je dirais. Je pense que de toute façon, le coup d'État au Gabon a pu aussi intervenir dans un contexte particulier où les militaires sont sentis peut-être désinhibés également par l'appel venu de l'Ouest. Hein. C'est ça. Est-ce que ça joue un peu ce phénomène de contagion mais il y a en même temps le recul, enfin, la mise en retrait, je dirais, des forces, des éléments, des soldats français qui se trouvent au Gabon et qui aujourd'hui sont beaucoup moins impliqués, je dirais, dans les règlements de conflits post-électoraux. Bon, voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte pour justement regarder ce putsch gabonais, je veux dire, avec ses contours spécifiques. Maintenant, en ce qui concerne, je veux dire, les relations entre la France et le Gabon, en fait, ces relations ont déjà beaucoup évolué dans le temps. Parce que, comme le disait Antoine d'ailleurs, les relations entre la France et le Gabon n'ont pas été les mêmes, je veux dire, soit Ali Bongo, comme ce fut le cas avec Omar Bongo, qui vient quand même, je dirais, de l'histoire France-africaine. C'était la France-Afrique, voilà, l'incarnation. Transformant son pays, je dirais, en symbole presque aux confins de la caricature, en tout cas de ce système. Moi, je me souviens... Donc, on est sorti de cela parce qu'Emmanuel Macron, c'est à chaque fois qu'il disait qu'il souhaitait sortir de la France-Afrique. Je pense que, je veux dire que, évidemment, les époques évoluent. Vous savez que quelques mois avant son décès, Omar Bongo, que j'avais rencontré, m'expliquait, me disait, écoutez, je comprends pas. Quand je téléphone à l'Élysée, Nicolas ne décroche plus. Ça ne se passe plus comme avant. Bon, donc déjà, entre l'époque de Jacques Foccart et l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait déjà eu, je dirais, un changement, d'abord générationnel. Il y avait un tournage générationnel avec le chef d'État français de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Et sachant que Omar Bongo disait à l'époque qu'il était, lui, d'ailleurs, il était une mémoire de la Ve République, parce qu'il détenait quelques secrets, je dirais, de la Ve République, d'autant qu'il avait survécu, en fait, il avait connu tous les chefs d'État qui s'étaient succédés et avait survécu à tout cela. Donc il y avait déjà du changement. Voilà, c'était
une autre histoire, c'est notre époque. Il y a eu donc une autre époque qui est celle qu'a décrite très bien Antoine Glaser, donc la gestion du pouvoir d'État par Ali Bongo et la diversification de ses partenariats à travers le monde. Et puis on arrive effectivement aujourd'hui à ce coup d'État qui n'a pas besoin, pour l'instant en tout cas, de s'alimenter d'un sentiment anti-français, comme on a pu l'observer dans le Sahel. Et dans une moindre mesure, d'ailleurs, quand on parle du Sahel, dans une moindre mesure, ce sentiment anti-français, en Guinée, qu'on a créé par exemple, qui est aussi un cas particulier, où il n'y a pas eu de crise sécuritaire, parce qu'il y a des facteurs communs entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est la crise sécuritaire qui a également, d'une certaine façon, passionné, je dirais, exacerbé les passions dans les relations entre la France et l'Afrique. Antoine Glaser, on voit et cette partie de l'Afrique. Quand les Américains disent qu'ils regardent de toute façon cette situation de manière très attentive, enfin, on sent tout de même que l'ensemble des pays regardent en ce moment l'Afrique. Il y a quand même un risque d'instabilité, de déstabilisation, on pourrait le dire, avec ces multiples putschs. Oui, puis il y a une question géostratégique. Quand vous regardez une carte de l'Afrique, vous voyez à quel point le Gabon vraiment est déjà dans l'Atlantique. C'est aussi un point d'appui pour tout ce qui est renseignement et c'est extrêmement important. Mais moi, ce qui m'a aussi, ce que vous avez évoqué, c'est la Chine. Comment la Chine, qui réagit franchement très rarement, comment pour eux, la Chine est le premier partenaire commercial du Gabon. Ils rasent les forêts, ils sont extrêmement actifs. À Dax, ils sont dans le pétrole. Mais je veux dire, on voit bien que pour eux, le Gabon est vraiment un pays vraiment stratégique pour l'ensemble de leur développement de l'ensemble sur l'Afrique centrale. Alors que la Russie est en Centrafrique, la Chine est au Gabon. Et le Congo est entre les deux. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Il faut quand même toujours rappeler que le Gabon, c'est 2,3 millions d'habitants. Vous aviez 850 électeurs. Donc c'est anormal que ce pays ne se développe pas avec les richesses qu'il a. C'est ça le problème de fond. C'est un des rares pays à revenu intermédiaire de ce continent. Je veux dire, normalement, quelqu'un a un histoire. Et pourquoi il n'y arrive pas, Antoine Glaser? Parce qu'on se souvient des grands discours d'Ali Bongo, justement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec son grand plan de transformation de l'économie du Gabon. Et comme vous dites, il y a 2 millions de personnes dans ce pays. Le plan au pouvoir a toujours mangé l'argent d'une façon absolument faramineuse. Je veux dire, c'est pas possible que ce pays pas d'infrastructure. Donc il y a ce problème-là. Le Gabon, et on dit toujours que la RDC est un scandale géologique. Je veux dire, le Gabon, c'est un scandale humain par rapport aux richesses de ce pays à revenu intermédiaire, qui a fait des pieds et des mains justement parce que la Banque mondiale voulait même plus lui verser d'argent. Et c'est ça qui est le problème. Alors, est-ce que les militaires vont passer le relais et passer le relais aux civils? À mon avis, c'est ça qu'il va falloir voir. Encore une fois, le putsch, il est quand même un putsch au sein du clan Bongo pour l'instant. Francis Alou, vous vouliez rebondir. Juste compléter ce que dit Antoine. Vous avez posé la question de savoir pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi le pays est dans cet état-là. Des problèmes d'exécution aussi, peut-être. Parce que simplement, nous avons affaire à une gestion patrimoniale du pouvoir. C'est-à-dire que nous avons une famille qui a opéré une captation de l'État depuis 50 ans et qui a privatisé tous les leviers du pouvoir, tout simplement. Donc les volontés de changement d'Ali Bongo quand il est arrivé. Oui, mais il était effectivement l'héritier d'un système. Il y avait le discours et puis il y avait l'héritage, évidemment, et puis cette culture, évidemment, qui a persisté tout le temps, de la gestion patrimoniale du pouvoir et surtout, je dirais, de cette privatisation de tous les leviers du pouvoir. C'est une réalité, ça ne peut donner que ce résultat-là. Donc il faut peut-être simplement un changement profond de culture politique au Gabon. Pierre Jacquemot, mais est-ce que ce changement peut venir à partir d'un putsch de ce type-là, dont on voit bien sur ce plateau qu'il est tout de même au sein du clan, ce putsch, hein, il ne va pas faire table rase? Écoutez, on est devant 3 hypothèses, 3 scénarios possibles, autant qu'on puisse les établir aujourd'hui sur la base des informations dont on dispose. Le premier, c'est celui qui a été évoqué, un retour à de nouvelles élections le plus rapidement possible pour rétablir un pouvoir civil le plus légitime possible. Il y a un deuxième scénario, c'est le scénario sahélien, c'est-à-dire une transition annoncée par les militaires, les putschistes, et qui nous annonce un retour au pouvoir civil pour dans les 3 années qui viennent, avec d'abord un débat national, une réforme de la Constitution, puis des élections peut-être. C'est un scénario qui n'est pas complètement impossible. Et un troisième scénario auquel on peut penser, ne serait-ce qu'en
en regardant ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays voisins. Je pense au Congo-Brazzaville par exemple, mais également au Rwanda, en Ouganda, où les militaires s'installent durablement au pouvoir. Ils apprécient les prébendes qui sont associées au pouvoir, se civilisent, changent de costume et restent durablement au pouvoir. Alors, vous allez me dire en quoi chacun de ces scénarios peut apporter du mieux-être pour la population, plus de développement. Moi, j'ai le souvenir d'avoir participé en 1981 déjà à une mission au Gabon sur l'après-pétrole. On réfléchissait déjà à la sortie du pétrole et à l'utilisation le plus efficiente possible pour diversifier l'économie, en particulier l'agriculture. Et oui, et on s'aperçoit que 40 ans après, on a complètement échoué. Ce n'était pas une question de financement, c'était pour ce que Francis Alupo explique, une gestion patrimoniale du pouvoir au bénéfice d'un clan et avec de très faibles retombées au bénéfice des populations. Et ça reste comme ça donc depuis toutes ces années. En ce qui concerne l'évolution possible. Oui, c'est comme ça. Et c'est pas une exclusivité gabonaise. Hein. On peut voir que le système congolais obéit à peu près au même dispositif. Justement, Christophe, reparler un peu de l'ensemble, puisqu'on est à la fin de cette émission. Est-ce que ça peut donner des idées à d'autres? Bon, il y a la RDC, il y a tous ces pays d'Afrique centrale, il y a le Cameroun. Là, on est effectivement dans ces 8 putschs en 3 ans. Est-ce qu'on y va? Est-ce que tout de même ça peut donner encore des idées à d'autres? Parce que même s'il y a des différences, on se retrouve avec quand même les mêmes dynamiques. La population qui reste dans la pauvreté, la non-représentativité, une mauvaise gouvernance, non-représentativité des élites. Enfin, ça, on le retrouve. Alors c'est vrai qu'il y a une... Et puis la puissance des militaires, bien sûr, aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a une analogie entre le Gabon, dont c'est la même famille depuis plus de 50 ans, le Cameroun, dont c'est le même chef d'État depuis plus de 40 ans, le Congo-Brazzaville, dont c'est le même chef d'État depuis 1979, avec une exception de 5 ans dans les années 90, et la Guinée équatoriale, où vous avez le chef d'État le plus ancien d'Afrique, en fonction. Donc vous avez ces 4 pays qui cumulent, où les 4 chefs d'État cumulent un siècle de pouvoir, pour faire vite. Hein. Et c'est vrai je pense que ce soir, à Malabo, à Brazzaville et à Yaoundé, on doit s'interroger. On doit s'interroger sur l'avenir de ces régimes face à la déflagration qui vient de se produire à Libreville. Dans les 3 scénarios qu'invoque l'ambassadeur Jacquemot, je pense qu'il y en a quand même 2 au bout desquels il y a des élections. Je parle sous le contrôle de mes collègues, mais je ne crois pas me souvenir qu'il y ait eu, depuis 1960, une seule élection libre au Gabon. Et je pense qu'il y a une impatience des Gabonais. Tout à fait. Francis Alupo. Non, tout à fait. Non, est-ce que le risque, ce n'est pas quand même plus aussi d'instabilité? Parce que c'était ça aussi, c'était le soutien à tous ces régimes qui datent parce que ça donne de la stabilité à l'Afrique. Voilà, vous avez lâché le mot stabilité, oui, qui est le mot terrible en fait. Hein. C'est ce glacier autoritaire en fait, je veux dire, qui fige ces pays, je dirais, dans le temps et qui empêche toute forme d'alternance, notamment au sommet de l'État. Oui, mais l'instabilité, ça fait peur. Mais l'instabilité fait peur, oui, mais enfin bon, vous avez quand même des pays où, je veux dire, il y a des alternances politiques démocratiques qui opèrent parfaitement depuis 30 ans, depuis les années 90. Vous avez des pays comme le Gabon, le Bénin jusqu'en 2016, le Nigeria, ça fonctionne, le Cap-Vert, etc. Et puis sans compter des pays d'Afrique australe, où les alternances fonctionnent parfaitement, où il y a les respirations démocratiques, je veux dire, sont réelles. C'est vrai que l'Afrique centrale... Est-ce que ça ne décline pas? Est-ce qu'on n'est pas justement dans une période où il y a moins de démocratie, y compris en Afrique d'ailleurs, c'est pas seulement en Afrique, et effectivement une tendance... Non, il y a une défiance à l'égard de la démocratie, parce que, mettez-vous, je veux dire, vous prenez le cas des jeunes qui ont aujourd'hui 30 ans au Gabon, et donc qui sont nés d'ailleurs en 1990 avec le processus de démocratisation, qui n'ont connu en fait de la démocratie, de ce qu'on appelle la démocratie, que des fraudes électorales, des contentieux pré- et post-électoraux, des conflits politiques, la répression, etc. Ce n'est pas la démocratie qui est en cause. En fait, c'est la manière
manière dont le système a été malmené, dévoyé, contourné par ceux qui étaient censés l'animer et le faire prospérer. C'est le non-respect des règles démocratiques qui pose problème. Mais est-ce que c'est pas contradictoire de penser que des militaires vont vous sortir de cette situation? Non, les militaires, non. Il faut considérer toujours que les militaires, c'est une fracture. Voilà. Un coup d'État, ça reste une fracture. Un coup d'État, ça reste une anomalie, je veux dire, dans la vie d'une nation. Ce n'est pas la norme. Et le coup d'État, quoi que l'on dise, constitue toujours, c'est comme la guerre, hein, une mauvaise réponse, en fait, à des revendications, y compris les plus légitimes. Mais vous avez des coups d'État vertueux. C'est arrivé au Mali en 91 et au Niger en 2010. Tout à fait, absolument. Qui était d'ailleurs ce coup d'État qui avait été perpétré pour rétablir l'ordre constitutionnel normal et renforcer la démocratie. Ils sont minoritaires. C'est arrivé. On est passé par des coups d'État salutaires aussi. Et puis il y a des coups d'État évidemment beaucoup plus crapuleux qu'on a pu voir. Est-ce que ce soir, Antoine Glaser, en un mot, est-ce que ce soir tous les scénarios restent possibles encore? En tout cas les 3 dont a parlé Pierre Jacquemot? Non, enfin, pour moi, non. Je pense que c'est toujours bien de faire des scénarios. On se fait plaisir avec des scénarios. Mais je veux dire, pour l'instant, il y a un coup d'État d'un parti, d'un clan qui va surfer sur finalement une sorte de âne populaire et finalement toute une partie du clan Bongo est passée à l'opposition. C'est la seule bonne nouvelle. Pour une fois, l'opposition a trouvé un homme de consensus avec Albert Ondoosa. C'est ça la bonne nouvelle pour moi. C'est que finalement, pour une fois, les Gabonais se sont mis d'accord pour trouver un candidat de consensus. Et c'est ça qui est vraiment nouveau. Ça veut dire c'est le début quand même de pouvoir. Alors, est-ce que les militaires vont laisser ce clan, une partie du clan Bongo, du Parti démocratique gabonais qui sont passés dans l'opposition? Il peut y avoir des recompositions. Mais où je suis d'accord avec Christophe Babouvier, c'est en ce moment, demain, on va mal dormir à Brazza, à Malabo et à Yaoundé. Mais pourquoi on va mal dormir si vous avez l'air de dire que c'est une bonne nouvelle? Parce que ce qui se produit là, aujourd'hui au Gabon, d'abord, est quand même relativement inédit dans l'histoire de ce pays, ce coup d'État. Et on pensait en fait que ce que vous appeliez stabilité, que j'appelle le glacier autoritaire, était une sorte, comme ça je dirais, de fait établi dans cette région. Donc c'est une petite secousse sismique qui s'est produite en fait aujourd'hui au Gabon et dont, je dirais, les répliques, en tout cas, je dirais, dont les effets vont se diffuser dans le voisinage. Et c'est évident que, tout à fait raison, Christophe, c'est vrai qu'il y a des pouvoirs aujourd'hui qui vont se dire cela est aussi possible. Pierre Jacquemot, un dernier mot, oui, cela est aussi possible, c'est ce qu'on peut se dire. Oui, non, mais rien n'interdit de réfléchir au coup d'après et de ce qui va se passer. Et donc, je défends la démarche des scénarios, même s'il s'agit d'hypothèses, qu'il faut réajuster en permanence. Voilà, ce que je pense absolument indispensable, c'est que nous, Français, on fasse preuve de réalisme et dans nos analyses, plutôt que de nous projeter avec des slogans, notamment sur le pouvoir de l'élection, porteur ipso facto, encore une fois, de démocratie. C'est loin d'être démontré dans le cadre africain. On vient de le préciser. Donc, c'est faire preuve de cette capacité d'analyse des réalités africaines, aussi différentes puissent-elles être dans chacun des contextes, mais d'éviter d'avoir ce regard, encore une fois, condescendant, vertical, qui manque de pertinence pour analyser les dynamiques profondes. Parce que des dynamiques de démocratie par le bas, il y en a beaucoup dans le contexte africain, y compris dans le contexte gabonais. Et c'est ça qui me paraît très, très utile. Et la bonne nouvelle, c'est que France 24 et RFI restent porteurs, restent écoutés et vus au Gabon et pourront, j'espère, faire ce travail d'analyse des réalités profondes de ces dynamiques sociétales dans ce pays. Merci beaucoup en tout cas Pierre Jacquemot d'avoir été avec nous, Antoine Glaser. Merci Christophe Babouvier. Merci Francis Laloupeau et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast également. Restez avec nous.